L'humanité a silencieusement décidé, voté en faveur d'un suicide collectif. Nous nous dirigeons vers une extinction massive et nous ne voulons pas en parler parce que c'est notre propre choix. Ne soyez pas surpris par des cas individuels d'incendie, etc. Ils vont devenir des événements quotidiens, parfois 2 fois par jour. Une fois aux États-Unis le matin, le soir vous entendez quelque chose de France ou d'Australie. Pourquoi parler d'un événement localisé comme les incendies aux États-Unis? Les habitants fuient pour sauver leur vie. Les maisons sont détruites. On dirait juste une sorte d'apocalypse. Tous les 29 services d'incendie de notre comté ne sont pas préparés à ce type de catastrophe généralisée. Les symptômes pourraient être locaux. Le problème est planétaire. Oubliez de résoudre le problème efficacement? La plupart d'entre nous évitent même de le regarder. Et cette quête du plaisir est l'incendie que vous voyez. Il ne peut y avoir de solution politique, juridique ou technologique au changement climatique. Le changement climatique est la crise finale. C'est le dernier jeu. Et cela nécessite une solution finale. Namasté Acharya-ji. Récemment, les incendies en Californie ont fait l'actualité et j'ai lu à leur sujet. Ils ont été très dévastateurs. Et probablement pour la première fois, je vois que le changement climatique frappe réellement à la porte des plus aisés. Pour l'instant, je vois qu'il y a 12 000 maisons qui ont été totalement détruites. Environ 200 000 personnes ont été déplacées et les dommages sont estimé à environ 275 milliards de dollars américains. Alors, et en même temps, j'ai aussi vu dans une des nouvelles que l'année dernière, 2024, nous avons dépassé la limite de température de 1,5 degré comme les scientifiques le prédisaient pour le changement climatique si vous voulez le contrôler. Alors, en regardant toutes ces nouvelles et tout ce qui se passe, je me demandais juste où allons-nous et qu'est-ce qui va arriver pour l'avenir de cette planète. Votre supposition vaut autant que la mienne. Le message est clair. Je ne pense pas que l'un d'entre vous ait encore besoin d'une aide particulière pour le lire. Ce n'est pas seulement une question de franchir le seuil de 1,5 degré Celsius. En fait, il leur faudra encore au moins une décennie et demie pour admettre officiellement cela comme un modèle climatique. 2 ou 3 années successives de hausse de température moyenne ne suffisent pas, selon la définition météorologique, pour être qualifiées de tendance. Statistiquement, cela peut encore être appelé une exception, un coup de chance. Ce n'est donc qu'en 2035 ou 40 que l'on admettra officiellement que nous avons atteint la limite de 1,5 degré. Le problème est que nous n'avons pas 15 ans de plus. À un moment donné, entre 1,5 degré et 2 degrés, comme je l'ai souvent dit, les cycles de rétroaction s'activent. Au moment où vous admettrez que vous avez vraiment dépassé la barrière de 1,5 degré, vous découvrirez que vous avez déjà atteint 3 degrés ou 4 degrés, ou qui sait, 6 degrés. Il y a si peu de discussions sur les cycles de rétroaction dans le discours sur le climat.
que cela étonne l'intelligence. L'accord de Paris a stipulé que nous réduirons les niveaux de carbone de 45% d'ici à 2030 et nous atteindrons la neutralité carbone d'ici à 2050. Et si nous parvenons à faire tout cela, alors nous pourrons limiter la hausse de température à 1,5 ou 2 degrés Celsius. C'était l'objectif ambitieux, je vous rappelle. Nous ne visions pas à inverser le changement climatique. L'objectif lui-même était assez bas. L'objectif était faites quelque chose pour limiter la hausse à seulement 1,5 degré. Et même pour limiter la hausse à ce niveau, vous devez réduire les émissions de près de 50%, 43% pour être exact, d'ici 2030. Alors, si c'est l'objectif macro pour 2030, alors tous les pays devaient venir avec leurs propres livrables nationaux. Car si les émissions de toute la planète doivent être réduites, alors chaque pays doit élaborer un plan pour réduire ses propres émissions. Ainsi, tous les pays ont préparé leur propre plan pour 2030. Et vous savez, même si nous suivons ces plans, tout ce que ces plans nous donneraient, c'est une réduction de 2,6% d'ici 2030. Tout d'abord, nous avons fixé un objectif très bas. Et ensuite, ce que nous faisons pour ce que nous proposons de faire, mais que nous ne faisons pas encore. Ce que nous proposons de faire à cet égard ne nous amènerait qu'à hauteur de 2,6% par rapport à la réduction de 40% qui est nécessaire. Et cela est nécessaire juste pour stopper la montée à 1,5 degré. Et la façon dont nous sommes aujourd'hui, alors que nous entrons dans l'année 2025, nous sommes tous prêts à dépasser les niveaux d'émissions de 2010 et 2019. Voici les 2 points de référence utilisés par l'accord de Paris. Oublions la réduction. Oublions la réduction de 43%. Oublions même la réduction de 2%. Nous augmentons en fait nos émissions. Et l'augmentation sera encore plus importante d'ici 2030. Donc, je ne sais pas comment l'avenir est encore une surprise. J'ai dit que cela saute aux yeux, fort et clair. L'humanité a silencieusement décidé voter en faveur d'un suicide collectif. Nous nous dirigeons vers une extinction massive. Et nous ne voulons pas en parler parce que c'est notre propre choix. Pourquoi en parler? On parle de quelque chose quand il reste encore quelque chose à décider. Tout ce qui devait être décidé a été fait et figé. Et il n'y a plus rien à considérer. On parle de quelque chose quand il reste encore quelque chose à décider. Tout ce qui devait être décidé a été fait et finalisé. Et il n'y a plus rien à réfléchir. Ce n'est pas qu'une figure arbitraire a été choisie. 1,5 degré a été choisi.
car c'est le point après lequel les cycles de rétroaction s'enclencheront. Ils commenceront à fonctionner. Nous ne savons pas exactement quand. 1,6 1,8 2,0 2,1 mais le risque augmente considérablement après 1,5. En fait, certains cycles de rétroaction commencent même avant le 1er mai. Ainsi, ces cycles de rétroaction existent. Et une fois qu'ils commencent à fonctionner, il n'y a pas de limite à la hausse des températures. Et cela devient irréversible et incontrôlable. Ensuite, l'ajout de carbone à l'atmosphère ne dépend pas des émissions anthropiques de carbone. Vous entrez dans une situation où le carbone continuera d'être ajouté à l'atmosphère, même si les êtres humains, par leur activité, n'émettent plus de carbone. Pourtant, la planète à elle seule continuerait d'ajouter du carbone à l'atmosphère, et cela entraînerait donc une augmentation de la température. Nous sommes arrivés à ce point maintenant. Ne soyez pas surpris par les cas individuels d'incendie, etc. Ceux-ci vont devenir des occurrences quotidiennes, parfois 2 fois par jour, une fois aux États-Unis. Le matin, le soir, vous entendez quelque chose de la France ou de l'Australie. Quels sont ces cycles de rétroaction? J'en ai parlé à plusieurs reprises parce qu'ils sont les choses les plus dangereuses qui nous menacent aujourd'hui. Ils concernent la glace, ils concernent l'eau et ils concernent le bois. Vous pouvez les classifier de cette manière très simplement, en 3. Quels sont les cycles de rétroaction liés à la glace? La glace, étant de couleur blanche, est un excellent réflecteur de radiation. Mais lorsqu'elle fond, elle expose le sol sombre, la pierre ou le sédiment en dessous. Et cela étant sombre absorbe le rayonnement. Puisqu'il absorbe le rayonnement, sa température augmente. Quand sa température augmente, plus de glace fond. Quand plus de glace fond, plus de pierre ou de sol est exposé. Il absorbe plus de chaleur, plus de rayonnement et plus de glace fond. Et de cette façon, un cycle très problématique, très dangereux commence. De même, le sol sous la glace contient beaucoup de carbone emprisonné qui est historiquement resté piégé sous la glace. Dans l'Arctique, en Antarctique, sur d'autres glaciers dans le monde, même dans les tropiques, lorsque la glace est retirée, alors le carbone qui était piégé dans le sol, eh bien, le sol est une matière organique. Il contient du carbone. Ce carbone est libéré. Souvent, ce carbone n'est pas seulement du dioxyde de carbone, mais du méthane. Pourquoi? Parce que sous la glace, il n'y a pas assez d'oxygène disponible. Donc le carbone ne se transforme pas en dioxyde de carbone. Au lieu de cela, il y a une réaction anaérobie menant à la formation de méthane. Et le potentiel de réchauffement global du méthane, comme vous le savez, est 80 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Ensuite, nous connaissons le pergélisol. Elles sont au-delà de l'Arctique et de l'Antarctique. Le sol est là. Mais l'eau dans le sol reste gelée. Ce n'est pas comme s'il y avait une couche de glace. Il y a le sol.
Mais les températures sont si basses que l'eau dans le sol, au moins dans la couche supérieure, reste gelée. Comme elle reste gelée, elle ne permet pas au carbone dans le sol de s'échapper. Mais le pergélisol recule très rapidement et il libère à nouveau du dioxyde de carbone, du méthane. Et plus de méthane est libéré, plus la température augmente. Plus la température augmente, plus la glace ou le pergélisol fond. Plus ils fond, plus de méthane est libéré. Plus de méthane, plus de température. Plus de température, plus de fonte. Plus de fonte, plus de méthane. C'est le cycle. C'est juste que lorsque la glace fond, vous savez, vous ne libérez pas seulement du carbone. Vous libérez également des virus très très primitifs. Ils étaient en sommeil sous les épais glaciers. Les virus, comme vous le savez, ne meurent pas. En restant inactifs, ils ne meurent pas. En ce sens, ils sont comme des produits chimiques. L'eau ne meurt pas. D'une certaine manière, de même, le virus ne meurt pas non plus. Pendant des milliers et des millions d'années, les virus peuvent rester stockés en toute sécurité comme un produit chimique sous la glace, ou juste sous la surface du sol, la couche arable. La glace a disparu. Qu'arrive-t-il au virus? Dehors. Non, cela n'a pas grand-chose à voir avec le réchauffement climatique. Mais juste, vous savez, comme une remarque, comme un amuse-bouche, je le sers. Ensuite, il y a les cycles de rétroaction liés à l'eau. La vapeur d'eau est à elle seule un gaz à effet de serre. Lorsque la température des océans augmente, il y a plus d'évaporation. Et cette vapeur d'eau piège davantage de chaleur, ce qui entraîne une augmentation de la température. Ce qui entraîne plus d'évaporation, ce qui entraîne plus de vapeur d'eau. Les océans absorbent 90% de la chaleur atmosphérique. Ce sont les plus grands puits. Donc, lorsque vous emprisonnez plus de chaleur dans l'atmosphère, ce sont les océans qui se réchauffent. Le niveau de la mer augmente pour deux raisons. D'une part, la fonte des glaces. D'autre part, l'expansion thermique de l'eau. L'eau chaude se dilate, donc le niveau de la mer va monter. De plus, la glace fond, donc le niveau de la mer va monter. Un autre phénomène. L'eau chaude absorbe moins de dioxyde de carbone par rapport à l'eau froide. Donc la capacité des océans à absorber le CO2 diminue. Ainsi, plus de dioxyde de carbone reste dans l'air. C'est ce qui se passe à la surface de l'océan. Vous arrivez au ventre de l'océan, que trouvez-vous là-bas? Vous connaissez les récifs coralliens, n'est-ce pas? Ils sont extrêmement sensibles à la température et ont une nature organique. Lorsque la température de la mer augmente, les récifs se décomposent. Et lorsqu'ils se décomposent, que libèrent-ils? Encore? Le dioxyde de carbone. Alors, une grande quantité de dioxyde de carbone qui était piégée dans les récifs est libérée dans l'atmosphère. Encore, en rapport avec l'eau, les tourbières, les zones côtières, ou parfois les zones intérieures, qui sont toujours inondées. Donc il y a du sol, mais il y a toujours une colonne d'eau au-dessus de ce sol. Donc ce sol n'était jamais directement exposé à l'air. Lorsque la température augmente ou à cause de l'intervention humaine, l'eau est évacuée.
Ensuite, le sol, après des centaines et des milliers d'années, se retrouve soudainement exposé à l'air. Et que libère ce sol? Du méthane. Parce que ce sol était recouvert d'eau. Il n'a donc jamais pu réagir avec l'oxygène. Donc, encore une fois, il s'est transformé en méthane plutôt qu'en dioxyde de carbone. Et puis vous asséchez l'eau, parce que vous voulez construire une ville là-bas. Parce que l'eau se retire de toute façon. Encore une fois, des tonnes de dioxyde de carbone sont libérées de là, et des tonnes est un petit nombre. Vous le mesurez toujours en tonnes. C'est un chiffre de millions de tonnes. Ensuite, vous allez au fond de l'océan. Vous avez des hydrates de méthane là-bas, qui sont, encore une fois, très sensibles à la température. Maintenant, l'hydrate de méthane n'est pas dangereux. Mais au moment où il se réchauffe, l'hydrate de méthane se décompose pour donner du méthane. Et plus le méthane est libéré, plus la température augmente, plus les hydrates de méthane se décomposent. Ensuite, il y a le bois. Nous avons parlé de glace, nous avons parlé d'eau, puis il y a le bois. Le bois est une chose merveilleuse. Les arbres absorbent le dioxyde de carbone et le transforment en quelque chose d'extrêmement beau appelé bois. Qu'est-ce que le bois? Dioxyde de carbone plus sol. Vous prenez le sol d'en bas et le dioxyde de carbone d'en haut, et le résultat est du bois. Donc le bois est du carbone séquestré. Le carbone a été absorbé et transformé en bois. Quelle belle manière de réduire le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Mais le même bois devient très dangereux lorsque le changement climatique s'intensifie, car il y aura désormais des phénomènes météorologiques extrêmes. Plus de chaleur, plus de cyclones, plus de coupes, plus d'abattage. Et quand le bois tombe, il devient alors un émetteur de dioxyde de carbone, car le bois est un matériau organique. Lorsque le bois se décompose, il libère du dioxyde de carbone. Au lieu de devenir un absorbeur, il devient un émetteur. Et plus on abat d'arbres, plus les arbres, c'est-à-dire les arbres abattus, émettent du dioxyde de carbone, ce qui intensifie le changement climatique et conduit à l'abattage de encore plus d'arbres. Le comprenez-vous? Pourquoi parler d'un événement localisé comme les incendies de forêt aux États-Unis? Les symptômes peuvent être locaux. Le problème, lui, est planétaire. N'oubliez pas de traiter le problème efficacement. La plupart d'entre nous évitent même de regarder le problème, car examiner le problème impliquerait de remettre en question le centre même à partir duquel l'humanité fonctionne. Qu'est-ce que le carbone? Le carbone est le résultat d'une philosophie de vie imparfaite que l'humanité possède. Tant que nous serons conditionnés, formés, éduqués à croire que nous existons pour être heureux et que le bonheur est un produit de la consommation, il y aura des émissions de carbone. Je dis souvent, ce n'est pas de l'émission, c'est de l'émotion. Je veux dire, plus on nous dit qu'il y a de la valeur à avoir des expériences et des émotions agréables, plus il y aura d'émissions.
Notre bonheur, nos émotions, c'est ce que sont les émissions. Plus vous êtes prospère, plus vous émettez. Plus vous poursuivez le bonheur, plus vous émettez de carbone. À moins d'être éduqué à trouver les bonnes voies de joie, nous continuerons à chercher le plaisir. Et cette quête de plaisir est l'incendie que vous voyez. Il ne peut y avoir de solution politique, juridique ou technologique au changement climatique. Le changement climatique est la crise ultime. C'est le dernier acte. Et cela nécessite une solution finale. Une solution qui ne peut pas être atteinte par les méthodes bon marché de bricolage, avec la matière et de création de nouvelles technologies. Ce n'est pas non plus quelque chose qui peut venir avec des dirigeants politiques discutant et signant des accords. Si vous voulez vraiment vous attaquer au changement climatique, vous devrez inculquer la sagesse aux êtres humains. Quand je dis cela, beaucoup de gens trouvent cela utopique et peu pratique. C'est peut-être utopique, peut-être impraticable, mais c'est la seule solution viable. Appelez cela impraticable si vous voulez, mais cela ne vous aidera pas. Si cela semble impraticable, rendez-le pratique. Cela dépend de vous. À moins d'être éduqué dans la bonne philosophie de vie, pourquoi cesserions-nous d'exploiter la planète? Il n'y a pas de raison.